Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble le concept de surplus du consommateur. Donc, dans mon graphique ici, j'ai déjà pris la liberté de vous tracer une fonction d'offre et une fonction de demande. Donc, le but de la première chose à faire avant de calculer le surplus du consommateur, c'est de trouver notre quantité d'équilibre et notre prix d'équilibre dans notre marché microéconomique. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On se rappelle que la condition d'équilibre d'un marché concurrentiel, et si vous n'êtes pas familier avec ce concept-là, je vous invite à aller voir dans ma série de vidéos en microéconomie. Vous allez pouvoir trouver mon vidéo sur l'équilibre concurrentiel. Donc, on se rappelle que l'équilibre concurrentiel dans l'économie, c'est lorsque la quantité demandée de biens est égale à la quantité offerte de biens. Quel niveau de prix, quel niveau de prix permet de justifier cette égalité-là? Ici, on trouve cette égalité-là au croisement entre notre fonction d'offre et notre fonction de demande. On a donc une quantité d'équilibre qui est égale à 5. Ma quantité d'équilibre est égale à 5 et mon prix d'équilibre est égal à 3. Voici ici mon marché concurrentiel. Maintenant, je suis intéressé à calculer le surplus du consommateur. Donc, qu'est-ce que le surplus du consommateur? Comment est-ce qu'on peut définir le surplus du consommateur? Eh bien, on peut définir ça comme étant la différence entre ce qu'on aurait été prêt à payer pour un bien et le coût auquel on l'achète réellement. Je vous donne un exemple. On se rappelle que la fonction de demande nous dit quelle est la valeur que j'attribue à un bien. Donc ici, dans ma fonction de demande, on attribue une valeur de 7$ au premier bien. Mais combien est-ce qu'il m'en a coûté ce premier bien-là? Combien est-ce que ça m'a coûté acquérir cette première unité-là? Eh bien, ça m'a coûté 3$. J'ai donc fait, sur cette unité-là, sur cette première unité-là, j'ai donc fait un surplus de 4$. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait un surplus de 4$ sur ma première unité? Parce que je l'avais évaluée à 7$. Pour moi, elle vaut 7$ de valeur, mais je l'achète seulement à 3$. C'est comme si j'avais fait 4$ de profit. On peut répéter le même scénario, le même raisonnement pour le deuxième bien. Mon deuxième bien, la deuxième unité, je lui attribue une valeur de 6$, mais je l'acquiers toujours au prix concurrentiel de 3$. Combien de surplus est-ce que j'ai fait pour ma deuxième unité? Effectivement, j'ai fait 3$ de surplus. On peut faire la même chose pour la troisième unité. Vous devriez trouver un surplus de 2$. La quatrième unité, vous devriez trouver un surplus de 1$. Et ma dernière unité, ma cinquième unité, eh bien là, je l'évaluais à 3$ de valeur et je l'ai acheté pour 3$. Donc j'ai fait aucun surplus sur ma dernière unité. Donc j'ai fait aucun surplus sur la dernière unité de mon équilibre concurrentiel. On peut donc, avec ces données-là, calculer le surplus du consommateur. Donc le surplus du consommateur, c'est le surplus qui est généré sur chacune de mes unités. Donc on ferait la somme ici, 4 plus 3 plus 2 plus 1, et tout ça, ça nous donnerait effectivement 10$. J'aurais ici fait un surplus du consommateur de 10$. Tout ça, c'est bien beau, mais on a un problème ici assez évident. Imaginez-vous que j'avais 10 000 unités de biens dans mon marché. Donc, imaginez-vous que la quantité d'équilibre n'était pas de 5, mais était de 10 000. Est-ce que vous auriez commencé à faire une somme comme ça de chacune des unités? Absolument pas. Regardons comment on peut simplifier notre problème. Donc, comment est-ce qu'on peut d'abord graphiquement représenter le surplus du consommateur? Eh bien, pour ma première unité, j'ai fait un surplus de 4$. 4$ dans mon graphique, c'est l'équivalent d'une barre verticale comme ça ici. On peut faire la même chose pour ma deuxième unité, hein, 6$ moins 3$. Donc cette barre verticale-là l'équivaut à 3$. On pourrait poursuivre ainsi, et ainsi de suite. Donc ce qu'on est en train de faire d'une façon implicite, ce qu'on est en train de calculer essentiellement,
c'est la surface, c'est l'aire en vert de ce triangle-là ici. Hein, donc, je pourrais calculer quel est le surplus fait pour la 2,5e unité. Eh bien, ce serait ma mesure ici. Ce serait la quantité de dollars ici, ce serait 2,50. Donc, on peut calculer comme ça chaque unité divisible et au final se retrouver à calculer l'aire de mon triangle. Et c'est pour ça qu'on va souvent utiliser la définition de l'aire pour calculer le surplus du consommateur. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique honnêtement que de calculer chaque unité individuellement. Et au final, si ici on calculait le surplus du consommateur grâce à notre équation de l'aire, eh bien on procéderait de la façon suivante. On a un triangle. Et ici, laissez-moi juste aller chercher le prix de l'intersection. Donc, on se souvient que la formule d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, ici, mon équation, la base, donc ma base ici, c'est de 0 jusqu'à 5. Donc, ma base est de 5 unités, multiplié par la hauteur. Donc, la hauteur ici est entre 3 et 8. Donc, j'ai une hauteur de 5. 8 moins 3. Donc, ici, la hauteur de mon triangle est égale à 5. 5 fois 5. Le tout divisé par 2, effectivement, nous donne un surplus, va donc nous donner un surplus du consommateur de 12,5 $. Et c'est comme ça qu'on calcule ensemble le surplus du consommateur. Comment j'arrive à 12,5 $ comme unité? Eh bien, la quantité, c'est tout simplement un scalaire. Le prix ici, la hauteur, c'est un prix qui est en dollars. Donc, 5 fois 5 $ est égal à 25 $, divisé par 2 est donc égal à 12,5 $. Et vous venez donc ici de calculer le surplus du consommateur. Si vous avez des questions sur la matière, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre dès que possible.